as part of the Eurodad's Debt Wednesday course. Ça fait partie donc des mercredis de la dette d'Eurodad. Ça parle de l'architecture de la dette et de ses problèmes. Et avant de commencer, je vais vous rappeler à tous de bien vouloir mettre vos micros en silence. Aujourd'hui, nous allons parler de dette légitime. Vous le voyez derrière moi, j'ai mis une affiche, une vieille affiche de Jubilé Sud de 2005. Certaines dettes peuvent être classées comme des dettes odieuses, dépendant de comment elles ont été créées. Certaines viennent de l'esclavage ou des dettes qui viennent du pillage réalisé dans différents pays. Ensuite, aujourd'hui, nous verrons la situation en Asie. Ce cours est organisé par Eurodad et Eurodad, c'est le mouvement des peuples d'Asie, le réseau Latindad, le CADTM et Jubilé USA. Toutes ces organisations travaillent les questions de la dette. Nos donateurs sont l'Union européenne, Avina America et Open Society, le réseau Open Society. L'interprétation, si vous voulez utiliser l'interprétation, vous devez appuyer sur le petit symbole de la planète et choisir votre langue. Nous aurons une introduction, une petite présentation de nos orateurs et ensuite vous pourrez poser des questions dans la boîte, dans la case questions-réponses. Vous pouvez aussi poser des questions ou interagir dans le chat. Nous aurons une pause café à 4 heures, avant que Daniel Yong-Dao Lee prenne la parole à son tour pour nous parler de la situation en Asie. Nos orateurs aujourd'hui viennent du comité du CADTM, le comité pour l'abolition de la dette extérieure. Eric a écrit beaucoup de livres sur cette question. Ça fait de nombreuses années qu'il travaille, des décennies qu'il travaille sur ce sujet. Ensuite, avant d'ailleurs, on aura Yolanda Fresnillo, qui fait partie de ODG et de Rodad. Elle aussi, ça fait une dizaine d'années ou deux qu'elle travaille sur les questions de la dette comme activiste, puis comme analyste en Espagne d'abord avec l'Observatoire de la dette en globalisation, l'ODG, puis maintenant Eurodad. Ensuite, Daniel est économiste à la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie et le Pacifique. Avant de rejoindre l'ONU, il a travaillé pour le gouvernement de la République de Corée. Avant de passer la parole à Yolanda, je vais laisser la parole un instant à Hilaria, si elle a quelques commentaires. Non, je pense que c'est parfait, tu as tout dit. Merci beaucoup. Formidable. Donc, je vais passer la parole à Yolanda Fresnillo sur la question de la dette illégitime et les audits de la dette. Merci, Chetel. C'est un plaisir d'être ici à nouveau avec vous et avec Eric. Comme Chetel a dit, notre position était en effet une position d'activiste sur la
en faveur de l'annulation de la dette. Je suis très heureuse de pouvoir parler des audits de la dette aujourd'hui et je vais essayer d'être brève. Donc, comme ça, on pourra avoir un peu plus de temps pour écouter Eric. Je voudrais vous parler rapidement de la question des audits. À Eurodate, on va présenter un rapport, une présentation sur, ce sont des recommandations et des bibliographies sur l'audit de la dette. Ça sera certainement disponible dans les envois de suivi de ce séminaire, vous allez le recevoir. Hein. Donc, si vous êtes perdu dans ce qu'on vous aura raconté aujourd'hui, vous aurez ce rapport qui pourra aussi vous servir pour vous aider. Maintenant, je vais vous présenter rapidement ce que contient ce rapport. Qu'est-ce qu'un audit de la dette? On va parler de dette odieuse, de dette illégitime. Mais une des choses les plus importantes, les plus intéressantes, les plus puissantes à faire, quand on a affaire à faire face à une dette illégitime, on dispose comme outil de l'audit de la dette. Beaucoup de groupes de la société civile se sont montrés intéressés et ils cherchent à voir comment comprendre mieux la situation de la dette pour mieux l'évaluer et comment agir. Donc, c'est un outil puissant. Ça aide les populations à prendre position et à lutter contre des dettes illégitimes. Et ça aide à faire que l'argent ne soit pas tout destiné à payer la dette et non plus à la santé ou à l'éducation, etc., ou à la reprise économique quand il y a une crise. Aujourd'hui, on va parler des audits de la dette citoyenne, mais aussi des audits de la dette officielle, c'est-à-dire qui sont organisés par les gouvernements. Qu'est-ce que c'est une audit de la dette? C'est évaluer la dette publique d'un pays. Ça peut être fait par les citoyens, ça peut être fait par le gouvernement. Dans le cas d'un audit gouvernemental, il peut être poursuivi ou mis en œuvre par le gouvernement lui-même, par le Parlement. Et ça peut, ils peuvent prévoir que les organisations de la société civile y participent. Il peut y avoir aussi des pays débiteurs, des pays créditeurs. On a des exemples. Hein. Ça nous permet d'avoir une analyse de pourquoi et comment la dette a été contractée, dans quelles conditions, dans quel but, qui c'est qui contrôlait ces processus de financement, quels sont les projets qui sont censés être financés par cette dette, par cet argent, l'impact que ça a sur les finances publiques, sur le déficit par exemple, ou l'impact sur la santé de la population, les impacts sur les droits humains donc. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un audit de la dette? On peut trouver des actions dans le processus de gestion de la dette pour voir quels sont contraires à la loi, illégaux ou contre le principe de diligence raisonnable. Mais aussi trouver des dettes quand on analyse, on voit qu'elles sont illégitimes. Je laisse la définition des dettes illégitimes à Eric, mais c'est un des objectifs principaux pour faire une audit de la dette, c'est de vérifier si elles sont légitimes, ces dettes. Ensuite, ça sert à révéler, à trouver des preuves de corruption, mais ça peut aussi nous aider à identifier des bonnes pratiques et à redéfinir des règles internes au pays pour des prochains prêts, pour des prochains emprunts. Ça permet d'essayer de développer les principes de bonnes pratiques dans le processus d'endettement. Ça permet aux citoyens d'y veiller. Ça peut aussi nous aider à promouvoir ou à exiger qu'il y ait de la transparence et une bonne gouvernance.
C'est une question de transparence quand c'est le gouvernement qui s'en charge, mais ça peut aussi être une action de contrôle exercée par la société civile. Cela peut aussi nous aider, un audit de la dette, à construire une analyse critique, une narrative alternative du processus d'endettement et pour l'utiliser pour défendre les intérêts de notre pays dans les questions de restructuration, d'annulation ou de refinancement de la dette. Mais ça peut aussi aider à arriver à une annulation. Hein. Il s'agit de construire un récit, parce que tout est question de point de vue. Ça peut aussi nous aider à nous engager dans différentes organisations de la société civile ou avec dans des universités au niveau local ou international. Ça nous permet de construire un réseau qui travaille sur les questions de la dette à niveau local ou à niveau international, ou les deux. Et il faut aussi qu'on prenne contact, ça peut nous aider à prendre contact avec la société de notre pays en général ou dans le monde. Ça montre, on va voir qu'est-ce que ces emprunts ont permis de faire ou de ne pas faire dans notre pays, à quoi ça a servi. Alors, qu'est-ce qu'on peut analyser exactement quand on fait un audit de la dette? Alors, c'est très varié, hein, les processus ou la méthodologie, ça dépend des objectifs recherchés, mais je vais vous en donner quelques-uns. Le premier, c'est le processus d'émission de dette, c'est-à-dire comment on a contracté la dette. On peut analyser dans quelles circonstances on a emprunté, les circonstances qui ont amené à emprunter. Ce sont des partenariats publics-privés. Il faut qu'on voit la nature de la dette et qui sont les parties, qui sont les emprunteurs, qui sont les prêteurs, pour voir quelle est la relation de force. Et c'est aussi une question qu'il faut qu'on regarde les termes du contrat et les conditions financières, les taux d'intérêt, les pénalités qui sont prévues, en fait, toutes les conditions qui sont prévues. Comme ça, on peut voir si on a eu de bonnes conditions de prêt ou pas. Il y a des obligations des sociétés contractantes de pays donateurs, par exemple. Il y a des garanties et des responsabilités que ça inclut. Si ça inclut des clauses contingentes, c'est-à-dire que s'il se passe un événement, il y a encore une autre condition, une autre implication, une autre conséquence. Le deuxième, donc, c'est l'objet du prêt. Comment les fonds sont utilisés pour faire des infrastructures, par exemple. Si les fonds ont été détournés ou volés, il faut qu'on regarde aussi les impacts sociaux, économiques de ces projets qui ont été financés. Il faut voir les implications et l'impact des conditions qui sont associées. La troisième question, c'est les impacts du service de la dette. Quand on fait un audit de la dette, il y a une question à laquelle il faut qu'on réponde. Qu'est-ce qu'on veut inclure dans notre audit? Qu'est-ce qu'on veut étudier? On peut décider d'un processus très, très large, très vaste, sur 10 ans, par exemple, parce qu'il faut beaucoup de temps. Hein. On va peut-être auditer les derniers 20 ans de dette de notre pays. Ça a des avantages et des inconvénients. Par exemple, si vous faites quelque chose d'aussi large, vous aurez un bon panorama de l'évolution de votre dette, mais ça a bien sûr des difficultés. La première, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ça peut être très complexe.
Ça peut être long avant d'avoir des résultats. Alors, au lieu d'une analyse depuis le début, on peut, par exemple, aussi commencer le processus par différents aspects. On peut commencer par auditer un projet qu'on pense qui n'était pas légitime. On peut auditer juste un prêt qu'on pense qui était illégal ou qui a eu de la corruption. On peut regarder aussi seulement les 2 dernières années, puis ensuite, si on a des résultats, élargir. Alors, après chacun des aspects, on pourra réunir et publier des résultats. On pourra publier un rapport. Alors, selon mon expérience dans les processus d'audit de la dette en Espagne, on peut s'engager de très, très longs processus, mais c'est très difficile de garder de l'énergie et arriver jusqu'au bout. Ensuite, on peut parler des audits quand le gouvernement s'implique. Donc, le gouvernement, là, finance l'audit, donc on peut être plus ambitieux dans ce qu'on va couvrir, ce qu'on va analyser. Mais quand on parle que d'audit citoyen, je vous recommanderais d'être plus modeste, de commencer avec un projet, avec une infrastructure dont vous savez qu'il y a eu des irrégularités ou qui vous paraît plus important pour avoir un impact dans la société de votre pays. Ensuite, c'est important de construire un discours, un récit pour contester la dette et avancer vers une restructuration favorable ou une annulation d'une partie de la dette, de celle qui était illégale ou illégitime. Ensuite, je vais citer quelques étapes que je vous recommande pour commencer, pour lancer, pour poursuivre une audit. Il faut d'abord créer un comité d'audit de la dette. Alors, ça dépend des pays, ça dépend de si c'est donc une audit citoyenne ou une audit officielle. Dans le cas des audits citoyens, je vous recommanderais de ne pas inclure que des activistes, des organisations de la société civile, mais incluez-y des experts, incluez-y des universitaires, des experts juridiques, des experts de l'environnement, l'impact sur le genre, des experts économistes, d'autres de la société civile, tout ce qui pourrait avoir. Essayez qu'il soit très, très divers, pas trop gros, pas trop grand, mais divers. Des gens qui travaillent le droit humain. Ensuite, ils définiront ensemble sur quoi ils vont se centrer. Ma deuxième recommandation, c'est de commencer par identifier des priorités et par définir une feuille de route. On pourrait faire une courte analyse de ce processus d'analyse. Il faut identifier en tout cas par où commencer. Ensuite, il faut qu'on voit qui fait cet audit, qui analyse ces prêts. Ça n'a pas besoin que il n'y a pas besoin que ce soit le comité. Il faut qu'il y ait des petits groupes, des sous-comités qui incluent des experts qui puissent aider à analyser un prêt concret. On peut se centrer. On peut inclure des citoyens. Si vous allez auditer un prêt qui a servi, par exemple, pour une infrastructure, qui a affecté une communauté, une ville, un quartier, vous aurez des difficultés à engager ces personnes sur une audit générale. Mais si ça concerne cette opération, ce projet qui a eu un impact sur la vie de ces gens, ça sera plus facile que ces gens s'impliquent considérablement. Ça peut inclure des gens de la société civile, des membres du gouvernement, si vous collaborez avec eux,
des auditeurs professionnels, hein, si vous avez des contacts avec ce genre d'experts. Mais essayez de vous rappeler que les experts ne sont pas seulement, excusez-moi pour mes collègues auditeurs, c'est pas que des messieurs vieux et blancs. Vous trouvez des experts dans les groupes d'activistes. Il y a des experts qui peuvent aider. L'information, c'est essentiel d'avoir accès à l'information pour réussir. Il faut voir si vous avez un libre accès à l'information dans votre pays par le gouvernement. Donc, les prêteurs peuvent peut-être donner des informations, l'administration publique. En Catalogne, quand on a fait l'audit, on a eu beaucoup de détails de la dette par des personnes qui faisaient partie du gouvernement et qui nous les ont passés de manière anonyme. Il y a des institutions, des organisations qui peuvent vous aider à mettre en place ces gouvernements. Il est important d'avoir une stratégie de communication de cet audit parce que les résultats de l'audit ne doivent pas rester dans le petit cercle des personnes qui se sont engagées à faire cet audit. Si les gens, les citoyens dans votre pays sont au courant de cette situation, il faut les impliquer. Vous pouvez organiser une campagne sur les résultats de l'audit, aussi parler des leçons tirées de cet audit. Vous pouvez continuer aussi le travail même après la fin de l'analyse. Enfin, le problème des ressources. En fonction des audits que vous faites, vous aurez besoin de ressources, peut-être pour financer une personne qui se consacrerait à la réalisation de cet audit. Ça pourrait, par exemple, être la participation d'experts universitaires, d'académiciens du monde entier. Mais si vous comptez sur ces ressources-là, eh bien, la stabilité du processus va être garantie parce que des fois, si l'on compte sur des personnes qui n'ont pas énormément de temps à consacrer à cela, ça peut créer des irrégularités. Je vais laisser le reste pour les questions-réponses. Et à la fin de cette semaine, à la fin de ce document, vous verrez des références à des pays tels que le Brésil, le Mozambique, l'Espagne, la Grèce et toute une bibliographie sur les audits de la dette et sur les organes non officiels d'audit de la dette avec des recommandations d'entreprises qui peuvent mener à bien ces audits sur la dette. Donc, si vous avez des questions lorsque vous aurez ce brief, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous y répondrons avec plaisir. Merci beaucoup, Yolanda. C'était vraiment beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, on va continuer directement et on va plonger maintenant dans le sujet concrètement avec Eric Toussaint. Bonjour à chacun et chacune. C'est un plaisir d'être invité par Eurodat. Régulièrement, entre le comité pour l'abolition des dettes illégitimes, oui, je suppose que vous avez eu le temps de prendre la traduction. J'espère que je n'ai perdu personne, puisqu'on est passé de l'anglais au français.
C'est bon, je continue. Donc, c'est un plaisir de répondre à une invitation d'Eurodad. Ça fait depuis plus de 20 ans, le CADTM et Eurodad collaborent autour évidemment des questions de la dette. On n'a pas toujours les mêmes positions, mais on a toujours été capable de développer une collaboration tout à fait constructive et ouverte. Alors, je vais parler effectivement un peu de définition. Grosso modo, il y a 4 types de dettes dont on peut remettre en cause le paiement. Ce sont des dettes qu'on peut considérer comme illégitimes, des dettes odieuses, des dettes illégales, des dettes insoutenables. Une des 4 caractérisations peut suffire pour remettre en cause le paiement d'une telle dette, la validité d'une dette réclamée à un pays ou à une entité publique. Mais bien sûr, une dette peut être à la fois illégitime, odieuse, illégale et insoutenable. Correspondre à une des 4 caractéristiques suffit, je dirais, pour remettre en cause le paiement de la dette. Et bien sûr, si la dette qui est réclamée correspond aux 4 critères d'illégitimité, odieuseté, illégalité et insoutenabilité, a fortiori, il faut remettre en cause son paiement. Alors, qu'est-ce qu'une dette illégitime? Je vais donner des définitions extrêmement courtes qui ne dépassent pas entre une vingtaine et une cinquantaine de mots chacune. Une dette illégitime, c'est une dette contractée pour favoriser les intérêts d'une minorité privilégiée. Par exemple, une dette contractée pour sauver des grands actionnaires, des grandes banques qui ont provoqué une crise financière dans un pays, les dettes accumulées donc par un État pour sauver des banquiers est une dette qui peut être considérée comme illégitime parce qu'elle a servi l'intérêt d'une minorité déjà privilégiée. Une dette odieuse, qu'est-ce que c'est? Une dette odieuse correspond à une définition qui a une histoire. Il y a une doctrine juridique internationale qui s'appelle la doctrine de la dette odieuse. Elle a été rédigée, cette doctrine, en 1927, donc il y a près d'1 siècle, et elle a été rédigée, élaborée par un juriste qui s'est basé sur tous les litiges qu'il a pu recenser entre la fin du XVIIIe siècle et le moment où il a écrit son livre. Donc, on va dire entre la Révolution française et les événements qui ont eu lieu au début des années 20, notamment ce qu'on a appelé l'affaire Tinoco-Costa Rica. Et selon cette doctrine, il y a 2 critères pour caractériser une dette comme odieuse. Premier critère, la dette a été contractée, accumulée contre l'intérêt de la population, du territoire concerné. Deuxième critère, les créanciers ne peuvent pas faire la preuve qu'ils ne pouvaient pas savoir. Certains ajoutent un 3e critère, et là je suis absolument formel, ce 3e critère ne fait absolument pas partie de la doctrine de la dette odieuse telle qu'elle a été élaborée par Alexander Sachs en 1927.
Ceux qui ajoutent un troisième critère disent il faut prouver qu'il n'y a pas le consentement de la population ou que le régime qui a contracté cette dette est un régime despotique. Or, selon Alexander Sachs, la nature du gouvernement n'a absolument aucune importance. Il dit 10 minutes, Eric. Il dit explicitement, l'État peut être monarchique, peut être despotique, peut être républicain, peut être l'État du peuple, peu importe, s'il contracte une dette contre l'intérêt de la population et si les créanciers ne peuvent pas faire la démonstration qu'ils ne pouvaient pas savoir, la dette est considérée comme odieuse et ne doit pas être payée. Troisième sorte de dette dont on peut questionner, remettre en cause le remboursement, c'est une dette illégale, une dette contractée sans respecter le droit ou l'ordre juridique en vigueur. Donc ça, il y a toute une série en fonction des pays, de législation sur la manière dont des emprunts et dont des contrats liés à des dettes sont signés. L'aspect illégal pourrait être étendu dans une version large de l'interprétation du droit international que je pense comme correcte, c'est qu'une dette contractée sans respecter les droits des citoyens garantis par des pactes internationaux est une dette illégale. Quatrième critère, l'insoutenabilité. Je dirais là, les trois critères que je viens de donner, c'est quelque part des critères ex ante, c'est-à-dire pendant le processus d'endettement. Et ce que je vais dire maintenant, insoutenable, c'est ex post. Ça intervient après, c'est-à-dire une dette peut être légale, admettons, elle est légale, mais imaginons une situation où un pays, s'il rembourse la dette qui est légale ou légitime, ne peut pas accomplir ses missions fondamentales à l'égard de ses citoyens. Assurer leur sécurité, assurer l'accès à l'éducation, à la santé, etc. Si donc le remboursement de la dette rend impossible la garantie par un gouvernement à l'égard de ses citoyens de l'exercice de leurs droits fondamentaux, des droits vitaux, le remboursement peut être suspendu. Je dirais typiquement un pays qui doit faire le choix entre sauver sa population face à la pandémie du coronavirus et payer ses créanciers peut invoquer l'insoutenabilité de la dette et parler d'ailleurs de l'argument de la force majeure et du changement fondamental de circonstances. Donc voilà 4 types de dettes qui peuvent ne pas être payées. Alors 4 types d'audits, Yolanda en a parlé, je vais revenir très brièvement. Il y a l'audit réalisé par un pouvoir judiciaire, c'est le cas de l'Argentine pendant les années, fin des années 1980, les années 90, et qui a abouti à une sentence du tribunal fédéral argentin en juillet 2000 dans l'affaire Olmos contre la junte militaire argentine. Olmos est un citoyen argentin qui, à la fin de la dictature, a déposé plainte contre X, mais en fait c'était contre la junte militaire, pour endettement illégal et anticonstitutionnel. Et le pouvoir judiciaire a réalisé un audit et a publié les résultats de son audit. Il y a les audits parlementaires. Le Parlement brésilien, par exemple, dans les années en 2008-2009, a mis en place une commission parlementaire d'audit de la dette. Et y a participé notre amie et camarade Maria Lucia Fattorelli et l'audit citoyen de la dette, qui est une organisation qui à la fois est membre de Latindate et du
CADTM. Dans le cas du Pérou, il y a eu aussi un audit réalisé par le Congrès péruvien à la fin de la dictature de Fujimori. Et puis, il y a l'audit décidé par un pouvoir exécutif. Et là, le pouvoir exécutif peut décider d'associer les citoyens ou de ne pas les associer. Et dans le cas de l'Équateur, j'ai participé à l'audit de la dette de l'Équateur en 2007-2008, c'était avec participation des citoyens. Mais par exemple, le Brésil, dans les années 1930, sous la présidence de Getúlio Vargas, a réalisé un audit décidé par le président Vargas pour aboutir à une... Enfin, 5 minutes, c'est ça? 5 minutes. 5. C'est ça. 5 minutes. OK. Et donc là, c'est une initiative du pouvoir exécutif, mais la manière dont il réalise l'audit est extrêmement importante. Dans le cas de l'Équateur, le président de l'Équateur à l'époque a mis en place une commission où il y avait 12 délégués des mouvements sociaux équatoriens et 6 délégués des campagnes internationales de la dette, 3 Européens et 3 Latino-Américains. Et 4 organes de l'État. Donc, c'était une commission à majorité, presque unanimité, composée par des citoyens, notamment une majorité de citoyens équatoriens, hommes, femmes, indigènes, délégués par leur mouvement social. La CONAIE, la Confédération des Nations indigènes, le mouvement féministe, le mouvement Jubilé 2000 Guayaquil et d'autres mouvements. Et puis alors, si dans les cas où on n'a pas l'exécutif qui décide quelque chose, ou le Parlement, ou le pouvoir judiciaire, on peut avoir une initiative qui naît des citoyens eux-mêmes. Et largement, Yolanda en a parlé. Et là, il y a toute une série d'audits citoyens réalisés dans toute une série de pays et beaucoup de nos organisations, membres du CADTM ou d'Eurodat, de Latindad, etc., ont réalisé des audits de type citoyen. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les résultats d'un audit? Et donc là, c'était un débat notamment entre Eurodat et le CADTM. Est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on dit que finalement c'est un tribunal d'arbitrage qui doit se saisir de la question sur le plan international et dire cette dette ne doit pas être payée ou pas? Ou est-ce qu'on est plutôt pour des actes souverains, unilatéraux, posés par des États qui posent un acte de répudiation ou d'annulation des dettes? Mais donc un acte unilatéral souverain, parce qu'il n'y a toujours pas de tribunal réellement existant, qui peut se saisir des résultats d'un audit. Et donc, nous avons eu des débats, mais je pense qu'on est d'accord qu'en l'absence d'une juridiction qui peut se saisir de la question, il est tout à fait normal qu'un État fonde sur le plan des résultats d'un audit et sur des arguments de droit interne et de droit international, une décision de répudiation ou de restructuration unilatérale de dette. C'est ce que l'Équateur a fait en 2008 en suspendant le paiement de la dette et puis en imposant aux créanciers, pendant la suspension, une proposition, mais qui était à prendre ou à laisser, de revente à l'État équatorien des titres avec une décote de 70%. Et donc, je m'arrête là pour respecter mon temps de parole. Je peux évidemment répondre à des questions. J'ai participé à l'audit de la dette grecque et je peux vous en parler. J'ai participé à l'audit de la dette du Paraguay et je peux également vous en parler et répondre à vos questions ou parler, mais Yolanda a été tout à fait
partie prenante de ça aussi, des audits citoyens, notamment réalisés dans l'État espagnol. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation et tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Thank you so much, Eric. We covered a lot of ground in this short time. We don't have that many questions so Merci far. beaucoup, Eric. On a parlé d'un tas de sujets divers, mais on n'a plus tellement de temps. Donc maintenant, on va laisser 15 minutes pour les questions-réponses. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, n'hésitez pas. Alors, on a déjà reçu un certain nombre de questions. La première, je vais adresser cette question à Yolanda. Elle nous vient d'un participant anonyme. Et une question qui a trait au prêt. Nous n'avons pas entendu la question en entier. La deuxième question est, est-ce qu'il est possible de décider sur la dette? Qui sont les entités responsables de prendre ces décisions? Merci, Eric, pour cette présentation. C'était très difficile de résumer autant d'informations en peu de temps. En ce qui concerne les méthodes, eh bien, ça dépend de ce que vous auditez. S'il s'agit d'un audit de la citoyenneté, c'est différent d'un audit gouvernemental. Donc, il faut voir ce qui est dans le contrat. C'est ça qui change la donne. Et c'est ça qui va définir aussi en quoi les prêts seront utilisés, pourquoi ils seront utilisés. Une audit citoyenne se fait avec différentes méthodes. À Madrid, depuis la plateforme de l'audit citoyenne, ils ont mis en place une page web où les personnes pouvaient ajouter l'information qu'ils avaient sur les différents projets quand ils savaient que le financement n'avait pas été correctement fait correctement. Donc, on avait des informations qui émanaient de la société civile, des voisins, des personnes. Même si... Ensuite, ils ont amené tout ça à la municipalité pour que se fasse une audit officielle. En ce moment, comme la plupart des dettes, ce sont des émissions d'actions sur les marchés financiers, il ne s'agit pas de projets. On ne voit pas très clairement à quoi est destiné l'argent. Donc, la méthode qu'on utilise, c'est d'analyser les politiques fiscales, quelle est l'évolution du budget de l'État pendant cette période, après que les obligations aient été émises. Pas seulement l'évolution des dépenses, mais aussi l'évolution des revenus, s'il y a eu des nouveaux impôts, des baisses d'impôts, des réformes d'impôts qui sont à l'avantage de telle ou telle classe de la population. Donc, on compare entre quand on a une dette qui augmente et le sauvetage de grandes entreprises, on voit bien à quoi est allé l'argent. Donc, ça dépend. Ça dépend de ce que vous allez remarquer. Donc, on a des collègues qui ont audité la dette du système sanitaire à Madrid. Et de fait, ils ont essayé de faire le suivi de quelles étaient les entreprises qui ont tiré bénéfice de la privatisation du système de santé madrilène. Et elle a été faite. Hein. Ce suivi existe, ça continue à être mené. Et l'endettement a en effet à voir avec ça, c'est ce qui en ressort. Il est important aussi, quand on fait une audit de la dette, c'est à voir avec ce que disait Eric, on n'a pas de cours international, on n'a pas d'arbitrage international, de processus international. C'est ce qu'on demande à Eurodad, qu'il y ait
un mécanisme international de suivi. Donc, pour l'émission des obligations, on sait que la plupart ont été issues sous la loi de Londres ou de New York. Et ce sont des lois qui, donc, qu'on doit respecter. Et ces lois, on essaie de pousser pour qu'il y ait des mesures contre les fonds vautours qui soient prises sur ces... La seule possibilité qu'on a d'agir à une échelle nationale, c'est la répudiation, c'est-à-dire de ne pas payer, comme disait Eric, c'est-à-dire de contester la dette. Et depuis, au niveau du créancier, pardon, c'est de pousser à ce que nos gouvernements prennent des décisions souveraines. Et j'en resterai là, parce qu'il y a certainement beaucoup de questions. Oui, Yolanda. Est-ce que vous pouvez commenter sur cette question? Est-ce qu'il pourrait être possible de suspendre le service de la dette? Ou est-ce que ça ne va pas contre le développement durable? Je vais laisser Eric répondre sur la question du droit international, mais je pense qu'une des questions, ce que vous risquez quand vous suspendez le paiement, c'est que vos créanciers vont vous poursuivre sur les cours internationales de New York ou de Londres qui sont toujours en faveur des créanciers. Comme ça s'est arrivé avec l'Argentine. Donc, il faut se protéger, il faut protéger les pays de ces fonds vautours. En ce moment, on manque de protection. Si vous faites ça, vous courez effectivement le risque. Eric? Je ne vous entends plus. On n'entend plus que j'ai-t-il. Je passe la parole à Eric. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées en même temps. Une, c'est quel est le rôle des banques dans les dettes illégitimes? Et aussi, sans doute, qu'est-ce que vous pensez des initiatives des institutions financières internationales au niveau de la transparence? Parce que les créanciers privés ont un rôle actif sur ces questions, surtout récemment. Donc, je pense que vous devriez aussi répondre librement à ce qu'a dit Yolanda, particulièrement sur la gouvernance. Okay. Merci beaucoup. Oui, je vais prendre justement la question des recours possibles. Donc, reprendre dans le sens mentionné par Yolanda et repartant de ma conclusion, à savoir, un gouvernement peut, et pour moi doit, poser un acte unilatéral de suspension de paiement. Ça, c'est un minimum si dans l'urgence, il faut trouver des ressources dans le budget de l'État pour faire face à des besoins urgents de la population, par exemple combattre une pandémie et les effets socio-économiques d'une crise multidimensionnelle comme la crise que nous connaissons aujourd'hui. Là, il y a un droit et je dirais une obligation à décréter un moratoire sur le paiement de la dette, que cette dette soit légitime ou pas. Et puis, il y a bien sûr la question de si la dette est illégitime, illégale, odieuse. Là, ce n'est pas simplement un acte de suspension, c'est un acte d'annulation, répudiation. Et ça peut passer par un processus de restructuration unilatérale de la dette. Et j'ai indiqué dans un article publié il y a 3 mois que, assez étonnamment, mais c'est tout à fait intéressant, la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison à la Grèce contre des créanciers allemands qui affirmaient que la restructuration de la dette grecque de 2012
leur avait porté préjudice et était illégal. Et la Cour de justice de l'Union européenne a donné tort aux 3 créanciers, bon, c'est notamment des associations et une banque notamment, en disant non, l'État grec avait tout à fait le droit de restructurer sa dette unilatéralement et vous ne pouvez pas réclamer quelque chose contre l'État grec et vous ne pouvez pas obtenir de compensation ou d'indemnisation. C'est important d'aller chercher dans le droit, dans la jurisprudence, des arguments pour baser un acte unilatéral. Et donc, voilà, voilà un élément récent. Donc, c'est un jugement qui est intervenu en 2019 après plusieurs années de procédure de plainte. Mais donc, c'est pas, que ce soit bien clair, l'État qui veut répudier ou annuler sa dette, il ne va pas devant un tribunal demander le droit de le faire. Il pose l'acte de le faire. Et en posant l'acte, il trouve un maximum de protection pour faire face aux réactions possibles des créanciers. Je vais donner un autre exemple qui concerne l'Europe. L'Islande, en 2008, après la faillite de tout son système bancaire, a refusé d'indemniser la Grande-Bretagne et les Pays-Bas qui avaient versé à des personnes affectées par l'effondrement bancaire 3,5 milliards d'euros d'indemnités. Et la Grande-Bretagne et les Pays-Bas ont réclamé à l'Islande de les rembourser pour ces 3,5 milliards d'indemnités. Et l'Islande a refusé. La Grande-Bretagne et les Pays-Bas étaient très fâchés. La Grande-Bretagne, c'était du temps de Gordon Brown, a mis, figurez-vous, l'Irlande sur la liste des organisations terroristes et a fait saisir ses biens, mais il n'y avait pas beaucoup de biens de l'Islande en Grande-Bretagne. Et finalement, la Grande-Bretagne avec les Pays-Bas sont allés devant un tribunal d'arbitrage, celui de l'entité économique Norvège, Islande, Liechtenstein, Suisse. Et là, la cour d'arbitrage a donné tort aux créanciers en disant qu'il n'y avait pas de raison que l'Islande assume les effets d'une faillite d'une entreprise privée, une banque privée, qui ne bénéficiait pas de la garantie de l'État islandais, et l'État islandais n'avait pas signé d'accord avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas pour… Et donc, vous voyez qu'il peut, un État du Nord, un petit État du Nord comme l'Islande, ou un État du Sud, qui est assez petit comme l'Équateur, peuvent gagner contre leurs créanciers s'ils s'y prennent de manière adéquate et notamment s'ils fondent dans des arguments solides de droit leurs décisions. Et donc le rôle des banques, les banques interviennent évidemment dans le processus d'accumulation de dettes, soit en octroyant des crédits directs, et là c'est des crédits bancaires, mais c'est de moins en moins le cas. Un pays qui a encore beaucoup de dettes à l'égard de banques, c'est la Russie, par exemple, mais les pays du Sud global ont très peu de crédits bancaires. Par contre, là où les banques interviennent, c'est qu'elles achètent des titres souverains à Wall Street ou à la City de Londres. Et là, ce n'est pas une relation directe entre la banque et le pays, c'est la relation typique d'une banque qui est détentrice de titres souverains qui sont des titres souverains aux porteurs. Donc, elles interviennent à ce niveau-là, indirectement, je vais dire. Et puis, il y a évidemment les institutions mondiales, comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international et des banques régionales qui peuvent être évidemment créancières, mais là, il s'agit
d'entités publiques. Et alors, ce que je pense de l'initiative de la Banque mondiale en matière de transparence, je n'y crois absolument pas. Je pense que c'est une opération de communication. La Banque mondiale est spécialisée dans toutes les matières où elle est haute, où son action est hautement critiquable. Elle a chaque fois une initiative qui a l'air sympathique. Et vous savez, si vous regardez les plus grandes multinationales polluantes, allez sur leur site, vous verrez que chaque fois, les multinationales pétrolières, par exemple, ont des actions en défense de l'environnement. La Banque mondiale, elle fait pareil et il ne faut pas lui prêter, il ne faut pas lui faire confiance. Voilà, j'ai fini. Thank you, Eric. We are nearing the end of the session, but I would like to welcome. Merci beaucoup, Eric. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Mae de l'AMPD pour qu'elle nous dise quelque chose de très, très bref sur ce sujet. Vous avez 2 minutes parce qu'ensuite, on a 10 minutes de pause. D'accord, très rapidement. Merci pour cette occasion. Je voulais juste ajouter à cette que dans certaines circonstances, nous, dans le Sud, les audits de la dette, dans beaucoup de situations, le processus est très important, surtout lorsqu'il y a une répression politique et que des responsables publics importants sont impliqués, des politiciens. Ça a des implications, bien sûr, des impacts au niveau du genre, du climat. Par exemple, aux Philippines, ça a mené à la reconnaissance par le Congrès. Sur les dettes illégitimes, je pense qu'il est important de souligner l'illégitimité de la dette en soi comme un instrument de dette dans une perspective historique pour voir son processus au long du... C'est difficile d'en sortir. Merci. Thank you, May. That was really good. I think we take a 10 minute. Merci, c'était une très bonne réponse. Bon, maintenant nous allons faire une pause de 10 minutes. On va garder vos questions, on va conserver celles auxquelles on n'a pas pu répondre. On vous écrira dans les heures qui viennent ou on les reprendra lors de la prochaine séance de questions-réponses. On se retrouve à 4h10 et avec votre permission, je crois que Hilaria va vous demander de répondre à des questions, n'est-ce pas, Hilaria? Je ne me trompe pas? Oui, merci. J'aimerais dire partager quelques questions à présent. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes. All had a nice little break, and I see that we have also been joined by John Daly, which is fantastic. Welcome. I forgot to introduce myself at the very beginning of this. My name is Kjetil Abelsnes, and I work for Norwegian Church Aid in Oslo. But I used to be an activist on debt, and I also continue to work on debt. But now we are going to hear from Mr. Daniel Young Daly of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
And you're going to talk on debt in Asia. You have a background from research into issues of fiscal space, SDG investment, resilience, and shocks and structural transformation. And Mr. Dali has also worked for the government of the Republic of Korea and has an MA from Tufts University and a PhD from the National Institute of Development Administration in Thailand. So this should be very interesting. You feel free to add anything. I know that you have a presentation and that you have 25 minutes. And if you prefer, I can let you know when you have 5 minutes left, if that's okay, or? Yes, that would be great. Yeah, thank you. Wonderful. All right. Okay. Thank you very much. Thank you for inviting me. I wish to thank the organizers for inviting ESCAP. For those who are less familiar, ESCAP is the United Nations Regional Commission for Asia and the Pacific. And again, let me first try to share my screen. Okay, can you see my screen and hear me clearly? We can, perfect. Okay, that's great. So thank you again for inviting ESCAP. And I think it's great that you put together this Debt Wednesdays and also looking at several thematic issues, but also looking at different parts of the world because they're all very different. And today, I'm glad to talk about Asia Pacific region. And those of you who are less familiar about this region, here are some basic facts. It's a very large and diverse region, accounts for more than half of the world population. But you know, aside from the Chinas and Indias, mais en même temps avec l'Asie, il y a des États aussi de tout petits, des îles avec moins de milliers de personnes. Donc c'est une région très diverse, l'Asie-Pacifique. Et naturellement la dette publique est aussi une question qui nous touche beaucoup. Je pense que nous sommes dans une meilleure position que l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine ou les Caraïbes. Mais nous avons aussi une crise de la dette dans les 20 dernières années. Dans les années 90, c'est surtout commencé dans les années 90. C'est une région cependant qui a à faire face à de gros besoins en investissement pour arriver aux objectifs de développement durable de 2030. Donc, je vais vous situer un petit peu le contexte de ma présentation parce que la question de la dette publique, c'est très, très vaste. Mais je vais parler du contexte actuel. Le COVID-19 a eu un impact très sévère. C'est une région qui n'arrivait pas à remplir les objectifs de l'agenda 2030 avant la pandémie. Donc, c'est encore pire. Ça mine davantage la résilience de nos pays au choc futur. On souffre d'une pression fiscale. L'ESCAP est des pays qui devraient éviter un assainissement budgétaire prématuré. Elle devrait préserver les dépenses liées aux ZDD qui étaient déjà très faibles, comme je disais. Nos recherches ont montré que d'investir dans les services sociaux, dans l'accès au numérique et au développement vert, pour avoir un impact très, très bénéfique.
Et enfin, mais pas seulement, je vais vous parler de comment le soutien international est essentiel pour les pays de l'Asie du Sud les plus pauvres et les plus vulnérables, y compris par un allègement ciblé de la dette. Donc, ma présentation est en deux parties. Je vais d'abord parler de la dynamique, décrire la dynamique de la dette, comment est notre dette en Asie et dans le Pacifique. Puis, je parlerai des politiques à mettre en œuvre. D'abord, l'assistance au COVID en relation avec la dette, puis la dette dans le contexte d'investir dans les objectifs de développement de 2030, donc un peu plus à long terme. Donc, tout d'abord, je voudrais souligner, vous voyez la ligne ici, c'est la dette du gouvernement par rapport au PIB. C'est pour les pays de l'Asie du Pacifique depuis en 2021, tout ça. On a vu que la dette a baissé progressivement jusqu'en 2008, puis elle a augmenté après, suite aux chocs successifs. Vous voyez, c'est clair, à chacun des chocs, il y a une augmentation de la dette publique. Si vous vous souvenez, dans les années 90, on avait d'abord eu une crise financière, que certains pays comme l'Indonésie avaient dû restructurer leurs dettes. Et la crise financière a eu un gros coût économique. Après plusieurs années de croissance économique, la dette avait de nouveau baissé, mais en 2008 à nouveau, puis le choc des prix des matières premières et maintenant le COVID-19. Mais à nouveau, cela montre le ratio de la dette avant le COVID-19 et après le COVID-19 de ce côté-là, les prévisions pour 2022. Les points qui sont au-dessus de la ligne transversale signifient que ces pays seront surendettés. Pratiquement donc tous les pays devraient être en surendettés. Les îles Fidji, par exemple, en 2019, ils avaient un ratio de la dette d'environ 15%, mais l'année prochaine, ça va être 80%. C'est une augmentation énorme. On voit la même chose que pour des pays comme le Népal, pour le Sri Lanka, et encore plus particulièrement pour les Maldives qui vont être extrêmement touchés. Parce que ce sont des pays qui sont très, très touristiques et donc, avec la clôture, la fermeture des frontières, ça les a complètement privés de revenus. Donc, parlons un petit peu qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui provoque de la dette. D'abord, il y a des questions budgétaires, les recettes publiques. C'est un rapport entre vos revenus comme État et vos dépenses publiques. Ça a à voir avec la croissance économique, donc avec la croissance du PIB, avec le marché et le taux d'intérêt qui sont en œuvre, et puis aussi avec la dynamique de la dette. Ça, c'est plutôt les dépenses publiques. Après le COVID, on voit que beaucoup, avant le COVID, avaient on avait commencé avec des revenus très bas dans des pays comme le Bangladesh, 10% du PIB correspondait aux revenus de l'État. Et donc, ils avaient très, très peu pour financer les services publics de base, comme la santé ou l'éducation. Donc, c'est très inquiétant pour ces pays. En raison de la pandémie, en général, on voit que les dépenses, le ratio par rapport
au PIB, mais quand on revient en arrière, on voit que les dépenses par rapport au PIB est en train de se contracter. Si vous regardez ça en même temps que le solde budgétaire du pays, on voit que tous ces pays ont maintenant un déficit beaucoup plus important à cause du Covid-19. Et là encore, on voit que les Maldives et Fidji sont dans des situations beaucoup plus délicates. Mais on voit des pays comme le Japon ou l'Australie, qui sont des pays qui ont des économies évoluées, et la Chine également a un déficit beaucoup plus important. Donc, il faut garder à l'esprit que la balance budgétaire pour l'Australie, le Japon et la Chine sont relativement moins affectés par la pandémie, au niveau économique en tout cas. Ces déficits viennent de plus grandes dépenses. Donc, ils investissent très fortement au niveau national et sont capables d'emprunter à des taux d'intérêt très bas. Donc, il faut faire cette distinction. Maintenant, on a examiné la réponse budgétaire au COVID-19. On parle de 300 billions de dollars. Et certains investissent comme 1,3 billion de dollars, un pourcentage quelquefois important de leur PIB. Les pays de l'Est, de l'Asie du Sud-Est et de la Chine, c'est plus de 7% du PIB environ pour répondre à l'urgence sanitaire. Ils ont aussi fourni des crédits aux petits commerces. Mais quand on voit les pays moins développés, les pays les moins développés d'Asie-Pacifique, c'est 1,5% de leur PIB. Et dans l'Asie du Sud-Ouest, ils peuvent soutenir très, très fort leur pays, mais Cambodge, le Laos, Myanmar et le Vietnam ne peuvent pas. C'est beaucoup moins en proportion à leur PIB, c'est beaucoup moins d'argent, beaucoup moins de revenus qu'ont leur pays à disposition pour combattre. Comme je vous disais, ce n'est pas juste une question de combien vous dépensez et de combien est votre revenu, c'est aussi une question de situation macroéconomique. Quand on regarde la dette publique en rapport avec les revenus du pays, en 2020, on a vu une grande contraction dans l'économie de beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en croissance, ils étaient en décroissance. Si vous n'avez pas beaucoup de dettes supplémentaires, votre ratio de la dette, votre dette par rapport au PIB va être plus haute si votre économie se contracte. Donc, la ligne jaune, ce sont les États du Pacifique en développement. Ce sont eux qui ont eu une plus grosse contraction de leur économie. Vous voyez ici, le ratio de la dette augmente. Maintenant, on a vu ça dans le précédent rapport. Si vous regardez les niveaux de la tendance de la production économique de ces pays, il y a une perte qui s'est accumulée de 10% environ de la moyenne de leur PIB. Ça représente 2,6 billions à peu près. Ils ont moins de ressources. Et l'argent consacré au développement du pays est en baisse. C'est très inquiétant. Un autre aspect
lorsqu'on parle de dynamique de la dette, c'est les coûts du crédit. C'est très important, particulièrement quand on est en crise des marchés financiers, surtout pour les pays en développement. Ce que je vous ai indiqué ici, ce sont deux graphiques. Un vous montre la dette en dollars US. Et donc, vous devez savoir que la crise de 97 en Asie, avant ça, on avait nous avons commencé à développer des monnaies locales pour réduire le risque lié au taux de change. Voilà, ce que vous voyez là, c'est le choc en mars et en avril. Et puis la dette est redescendue parce que les liquidités globales qui ont été dégagées par les banques asiatiques a permis de faire baisser. Ensuite, on voit une forte augmentation de la dette en devise locale. Mais même si c'est de la dette en devise locale, beaucoup des personnes qui détiennent cette dette sont des étrangers. Donc, on a une pic de la dette avant qu'elle retombe. On voit que les spreads maintenant sont légèrement supérieurs qu'avant la crise. Et au niveau du marché local, on voit que c'est plus bas. Beaucoup des banques centrales n'ont pas prêté à leur taux prévu, ce qui a aidé, mais elles ont aussi acheté les obligations de différents États, ce qui a aussi aidé à soutenir le prêt. Le prix a baissé, le prix du crédit, et ça se reflète dans la notation de crédit souverain. On voit ici la notation par les 3 principales agences de notation. On voit que les pays qui ont une note qui est considérée comme un bon investissement et ceux qui ont une note qui est considérée comme des investissements spéculatifs. Ça, ce sont les niveaux pendant la crise, mais jusqu'à l'année dernière, on voit lier que 46 de ces pays avaient des taux spéculatifs, considérés comme spéculatifs, des notes considérées comme spéculatifs. Donc, ils avaient à faire face à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Je pense que c'est mieux que pour l'Afrique, mais ça reste une question préoccupante, particulièrement pour les pays qui ont... Ensuite, il y a une autre question, à part les coûts du crédit, c'est que les nouveaux bons étaient à très court terme parce que comme la confiance baisse, ils ne peuvent pas emprunter à très long terme. Donc, même s'ils peuvent émettre des obligations d'État, les taux d'intérêt augmenteraient beaucoup surtout parce que les créanciers ont peur du risque de non-remboursement. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aux Maldives, par exemple, on voit ça pour d'autres pays. Ce qui est en orange, c'est comment la balance primaire, donc comment l'argent dépensé en plus amène à plus de dettes, la proportion donc. Et si votre économie, les taux d'intérêt auxquels vous empruntez est plus bas que votre croissance du PIB, ça amène
à faire baisser la dette du gouvernement. Si vous avez une bonne croissance économique, même si vous avez un déficit fiscal, votre ratio de dette ne sera pas très important. Donc, ce ne sera pas un problème d'emprunter. Et bien sûr, à l'inverse, en 2020, on a vu une augmentation de la dette. Et c'était dû à l'effondrement des revenus, mais aussi c'est le résultat direct de contraction du PIB et de prix du crédit beaucoup plus élevés. Pour ce calcul, je me suis basée sur les sources du FMI et les projections pour l'année prochaine, pour les années à venir. Vous pouvez voir que, par exemple, les Maldives, qui passaient de niveau de dette très important, mais on pense qu'il y aura une baisse. Ils considèrent qu'il va y avoir une évolution favorable et qu'il y aura des ajustements fiscaux, des ajustements budgétaires. On n'attend pas de gros revenus pour ces pays très rapidement. Le tourisme mettra du temps à reprendre, donc c'est aussi pour ça qu'on s'inquiète. Avant que je continue avec les questions politiques, il est important. La structure de la dette, quand on parle de vulnérabilité, de dette vulnérable, c'est important. Donc, certains pays sont plus vulnérables que d'autres. En ce qui concerne le panorama du créancier, on peut diviser les pays de l'Asie-Pacifique en deux groupes. Les pays non éligibles à l'ISSD, donc l'initiative de suspension de la dette, c'est-à-dire les pays les moins développés, les pays les plus vulnérables, se trouvent dans une situation budgétaire un peu plus favorable. Et ensuite, l'autre groupe, les pays éligibles à l'initiative de la suspension de la dette à droite, qui dépendent beaucoup des prêteurs multilatéraux et bilatéraux. Et aussi, ils dépendent des créanciers privés dans une moindre mesure. En ce qui concerne la question politique, parmi ces pays éligibles à l'ISSD en Asie-Pacifique, on peut voir que certains pays dépendent énormément des créanciers privés. C'est le cas de la Mongolie, par exemple. Nous avons entamé un dialogue avec eux récemment pour savoir s'ils pourraient être éligibles à l'ISSD. Et l'une des raisons pour laquelle ils sont dans cette situation, c'est parce que les créanciers privés sont très importants et le pays ne veut pas risquer une baisse de notation par les agences de notation en contractant des prêts multilatéraux ou bilatéraux. Ensuite, je vais essayer de passer rapidement. Oui, 5 minutes. Alors, je vais y aller très, très vite. Désolée. Le temps se dilate, on dirait. Alors, en Asie, environ 24 pays sont éligibles à l'ISSD et beaucoup de pays ne peuvent pas y participer. Dans certains pays comme le Pakistan, on voit que l'ISSD a vraiment été bénéfique, elle a permis de reculer l'échéance des dettes. Donc, dans ce cas, le Pakistan, qui devait rembourser beaucoup de dettes maintenant, tout de suite, a réussi à les ajourner. Les ajourner pour les années qui viennent.
multilateral support En ce qui was another thing. concerne Now, this is l'aide additional loans, multilatérale, so this will add to your debt, but they mostly came at concessional terms from il s'agit World notamment Bank, de ADB, prêts and major other concessionnels, IFIs. So pardon, we can see that, contractés auprès especially de for a lot of banques. the smaller Asia-Pacific countries, it was Et en ce fairly qui a concerne les significant plus boost. petits But pays one de thing we point l'Asie-Pacifique, out ça a is été that une given bonne that impulsion. countries still had to pay back their Même si multilateral les debts pays doivent during the toujours same rembourser period, leurs dates the actual net multilatérales aux inflows mêmes was actually quite échéances, small. les entrées nettes ont été quand même assez So a lot faibles. more needs to be done. Donc, il And faut the faire recent beaucoup plus. policy brief by the UN Secretary General highlights Ceci est la several dernière note de issues here, synthèse des what we Nations can do. Unies qui présente des So recommandations among sur them include ce qu'on pourrait some faire new liquidity pour résoudre measures. cette So you might be situation. aware there is a L'une new d'entre elles SDR serait allocation coming up. de poser des contraintes So immédiates de about liquidité. equivalent to about $650 billion, and developing Asia-Pacific countries will Et take les about pays en 180, développement 140 de billion out of that, l'Asie we estimate. Pacifique And vont recevoir the policy un brief also calls for credit enhancement measures or measures aimed at lowering the grand borrowing flux de cost of liquidités. developing Une countries. deuxième mesure Also, serait some solvency issues. de So créer un espace pour really targeted debt l'investissement comme relief, réponse à la including through crise debt swaps for SDGs or for climate. pour For parvenir countries aux that are most objectifs de vulnerable. développement durable, pour Also réaliser some les actions pour le talks climat. about the role of credit rating agencies given their Et il influence faut on the rappeler le borrowing rôle cost. des agences de Now, notation this is all qui ont very une important influence. because Enfin, troisième recommandation, la réforme de the l'architecture de la dette liquidity measures, that kind of internationale. assumes that things will En ce get qui better concerne quite les soon. But liquidités, our recent analysis research shows that nos actually, if you look dernières at all the analyses past shocks, including past montrent pandemics, que si they l'on tend to have s'intéresse aux very derniers persistent chocs, effects. So la we're dernière not going crise, to rebound quickly. la And financière so et we need really sanitaire, sustained support from eh the bien, international on voit community. que les pays ont And besoin vraiment this d'une is an aide SCAP soutenue, tracking of constante, SDG progress of multilatérale. Asia-Pacific countries. Et en So ce qui what this concerne shows la is that even progression dans before la the réalisation pandemic, des we were objectifs de already développement lagging durable, behind on many on voit que même SDGs. avant la pandémie, So on était in déjà order bien to derrière les really, objectifs. accelerate progress, Alors, including through pour additional investments, and we accélérer cette estimated progression, additional notamment investment grâce needs aux in investissements, il our faut, recent research. c'est ce qui en est sorti We de nos, really need a ce lot qui est of sorti de international nos support, especially études, for the poorest afin countries. So in our d'obtenir most plus recent d'aide research, what internationale we et did surtout was pour to les pays kind of les moins propose développés. building for a better policy package Eh consisting bien, of il social faudrait services, construire digital des access, paquets and green de mesures development measures. budgétaires And plus so a lot of efficaces, additional tournées investments vers le combined with développement some vert, tax and subsidy reforms, par exemple, carbon imposer tax and des fuel taxes subsidies sur le phasing out. carbone, And what we see here is that this accorder des additional investments subventions could pour les have really entreprises major vertes. gains. So about 180 Et million ceci pourrait avoir, people lifted out of poverty pourrait in the long comporter run, de and gros carbon emissions falling sharply bénéfices, from these notamment measures. pour la population But pauvre. they also Vous voyez come with ici, additional ça pressure on public debt. So for signifierait une Asia-Pacific, grosse réduction des émissions developing countries as a de whole, we carbone. see about an Et increase enfin, of sur ce 20 dernier percentage graphique, points on voit compared les to the pays en développement de baseline by 2030. l'Asie-Pacifique, That's relatively manageable. But que for the la least ligne developed en countries in gris, the la ligne region, de because of base, their d'ici large, 2030 est une ligne development gaps and atteignable, si investment je puis needs, dire. it's going to be a much steeper En ce qui concerne les pays les price moins tag that développés we de see. l'Asie-Pacifique, So, this turns me to conclude with a few policy options for these on countries. peut So conclure for the least developed avec countries, it's essential ces they quelques actively axes engage in debt politiques, relief measures, including debt notamment un swaps. engagement actif dans des And initiatives especially d'allègement de for la some of the dette. smaller countries that have very small domestic investor Et en base, ce qui concerne offshore public bonds les and petits diaspora pays qui bonds ont could also peu be an option. d'investissements, Also, they want to incorporate catastrophic risk to fiscal il planning faudrait to incorporer kind of des prevent risques large fiscal catastrophiques dans la costs down the planification road. budgétaire pour ces pays-là. And Asia is very interesting because Et compared le cas to de l'Asie est très Sub-Saharan Africa or intéressant Latin parce America, que si on compare avec the region has l'Amérique many latine debtor ou countries, l'Afrique but also major subsaharienne, creditor countries il like est China, composé de and to a pays lesser très extent importants, mais aussi de Japan gros and créanciers comme le India, Japon, comme la especially for its Chine, immediate comme le neighbors. Japon, So those l'Inde, qui countries sont could nos also voisins consider debt immédiats. restructuring, Donc, granting debt ces pays restructuring to devraient their neighbors. reconsidérer une restructuration de la All dette. countries have to pay more attention to debt Ils management devraient strategies, given that regarder overall debt stocks plus are higher now. attentivement The stakes are higher. Also, la
structuration de la dette actuelle, comment mettre en place des mécanismes de restructuration de la dette, comment créer des fonds, des obligations vertes, pas seulement pour lever des fonds supplémentaires, mais pour aller dans la bonne direction vers les ODD. En résumé, même en Asie-Pacifique, qui a été un peu moins affectée que d'autres régions du monde, par exemple la région subsaharienne ou d'Amérique latine, on voit que la crise a eu un impact assez sévère et que les mesures budgétaires devraient être alignées sur les objectifs de développement durable. Il faut prendre en compte les implications fiscales, plus particulièrement pour les pays les moins développés qui font face à une grosse pression de la dette. Et ces pays doivent élargir leur marge de manœuvre budgétaire, notamment par le biais de réformes. Merci beaucoup, c'est tout pour la présentation. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Si la coordinatrice pouvait reprendre, je vais essayer de retirer mon écran. Voilà. Thank you, bon. Daniel. That was a really comprehensive Merci. and very good introduction to the C'était debt in vraiment une Asia. introduction très complète à la situation en Asie. I haven't seen many questions so far. There's Je one n'ai pas question reçu in mind. beaucoup Are de you seeing the questions questions? jusqu'à présent. Il y Daniel, a you can't see them if you une press the Q&A, question. but Vous pouvez there's la one voir question en which is cliquant kind sur of on la the side case of this questions et réponses. topic, which is microcredit finance debt Alors, issuance en with ce qui Lanka. concerne la lutte So I will encourage if anyone has contre le problème du financement de microcrédits en Sri Lanka. If there is a successful struggle against microfinance agents by community in the south, then Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez des informations sur des luttes qui ont porté leurs fruits de la part d'agents de financement, de microfinancement? but I'm still waiting for questions. J'attends d'autres if any of the other questions. presenters wants to ask questions of Daniel, please. Si un autre présentateur souhaite intervenir ou poser des questions à Daniel, il est le bienvenu, il ou elle est la bienvenue. Some of the things that I find interesting as a kind of former campaigner, En tant qu'ancien activiste, j'ai trouvé certains éléments très intéressants. Vous avez parlé d'alliances entre États ces dernières années qui concernent le problème de la dette en général. Vous n'avez pas parlé concrètement de pays en Asie qui soient en surendettement. Est-ce que vous pourriez nous dire si certains pays de la région, est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils tombent dans le surendettement ces prochaines années? Oui, merci. C'est une question très pertinente. J'aurais bien voulu en parler un peu plus en détail. On a vu les pays de l'Asie-Pacifique qui sont à des niveaux d'endettement différents. Il y a déjà des pays qui sont en situation de surendettement, et ça c'était avant la pandémie. Il y a 11 pays qui sont en haut risque de surendettement. Et parmi ces 11, 8 sont des États insulaires du Pacifique et sont beaucoup plus vulnérables. Et cela même avant la pandémie. Par exemple, c'était des États qui souffraient déjà de catastrophes naturelles et ça avait un gros impact sur le PIB et sur leur solde, leur équilibre budgétaire. Et ce que les ministres de l'économie considèrent dans l'Asie, dans la région de l'Asie, eh bien, c'est de procéder à des conversions de la dette. Le tourisme a complètement chuté et ils ont décidé de couper certaines ressources qui étaient allouées avant à la protection du climat.
Mais il faut que ces pays-là conservent ces ressources-là pour mettre en place des projets pour la lutte contre le changement climatique. En ce qui concerne les conversions des dettes, il faut s'assurer que l'argent est alloué au bon projet. Si ces ressources financières sont déjà là, eh bien, il faut profiter de ces mécanismes qui sont déjà bien mis en place. Merci beaucoup. Avant que vous nous rejoigniez, on parlait de dettes illégitimes. On parlait de dettes odieuses et on en a parlé dans le passé. Dans le contexte de conversion de dette, c'est important de savoir à quelles conditions. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Est-ce que c'est un processus que vous pouvez envisager? Oui, je n'ai pas parlé de ce sujet. Je crois que l'intervenant précédent en avait parlé. Dans ma présentation, je n'ai pas vraiment parlé des raisons pour lesquelles les dettes ont été accumulées, ni d'où elles venaient, si elles provenaient de la corruption ou d'expansion militaire, etc. C'est un aspect auquel on peut s'intéresser, bien sûr, mais lorsqu'on parle de conversion de dette, on parle d'un pays qui, pour telle ou telle raison, a un gros taux d'endettement et est insolvable. Et donc, non seulement il doit faire face à des problèmes de liquidité, mais il doit atténuer le fardeau de la dette rapidement. Et donc, dans ces cas-là, il faut s'assurer pour ces pays-là que l'argent disponible va vraiment là où il faut. Oui, si vous regardez dans la boîte des questions-réponses, vous verrez, je vais les lire à haute voix. Nous avons la question suivante. Qu'est-ce qu'une obligation de diaspora? Je ne pense pas que vous en ayez parlé. Comment on the cycle between the fear of downgrade by countries and the fact that they would not be taking part in debt restructuring initiatives like. Vous avez parlé de la crainte de certains pays d'avoir une notation, de voir baisser leur notation en cas de restructuration de la dette. Et on a aussi la question suivante. Comment les créanciers privés quels sont les détenteurs de la dette privée externe en Asie-Pacifique? D'accord, très bien. Alors, en ce qui concerne la première question, initiatives like DSSI, suitable or adequate. Ce qui concerne l'initiative ISSD, à savoir si elle correspond à ce serait utile à certains pays endettés ou pas. Debt payments coming up very quickly, they still found it very useful, this kind of temporary relief. Certains pays trouvent cette initiative très utile parce que c'est une façon rapide de résoudre le problème d'un non-paiement. Et pour certains pays très petits, avec des économies, petites économies, les bénéfices étaient assez restreints. Ce qui concerne les Maldives, le pays a vu sa notation baisser. Mais la situation sur le terrain était bien meilleure que celle que les
agences de notation disaient, reportaient. Et on a vu aussi dans le cas de la Mongolie, c'est un pays qui n'est pas éligible pour l'initiative ISSD. L'une des raisons à cela, c'est que ils voulaient continuer d'avoir accès au marché de capitaux et le pays voulait ne voulait pas envoyer les mauvais de mauvais signes, disons, donner une mauvaise image aux prêteurs multilatéraux. Ils ne regardent plus le court terme, la microstabilité, ils regardent aussi à comment renforcer l'économie. Ils essaient d'investir au bon endroit, pour le long terme, pour renforcer la dynamique économique en pensant que ça va aussi améliorer la situation de la dette. La participation des créanciers privés, je n'ai pas une image très claire. Les créanciers officiels en Asie, les plus grands créanciers sont asiatiques aussi, y compris la Chine, mais en question de créanciers privés, ça inclut les banques commerciales, les détenteurs d'obligations. C'est plus éparpillé. Dans les mois à venir, nous aurons un petit peu plus de dialogue avec eux, aussi avec les créanciers privés. Et certaines au sujet des obligations de la diaspora. Il y a des travailleurs à l'extérieur qui envoient de l'argent à leurs ménages. Et ces flux financiers devraient être investis correctement parce que ça pourrait aussi aider aux objectifs du développement. Merci. Nous avons plusieurs autres questions. On va pouvoir continuer quelques minutes de plus si c'est possible. Une est la continuation de ce que vous disiez sur l'allègement de la dette. Vous étiez sceptique. Il y avait Yolanda qui demandait votre opinion sur comment les pays voudraient participer aux initiatives d'allègement de la dette en relation avec les programmes du FMI. Et le risque, elle voudrait que vous parliez du risque de demander de l'aide au FMI. Et dans Chick, elle a demandé qu'est-ce qu'on fait si on demande aux créditeurs privés. Oui, il va trop vite, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une remise? Et finalement, en rajoutant à la question du FMI de Yolanda, j'aimerais bien entendre si il y a des choses que le Club de Paris et les créanciers pourraient apprendre, pour dire les choses d'une certaine manière, sur ce qui est en train de se passer en Asie, se faire en Asie. D'accord, merci. Donc, je vais essayer de me rappeler tout ce que vous avez demandé. Vous devez savoir d'après les développements récents du DSSI, l'initiative d'allègement de la dette, on voit que quand on participe à ces programmes, dans nos discussions avec certains pays, ça nous préoccupait. Le FMI, on sait très bien en Asie que ça pose des problèmes parce qu'on a été affecté par ça pendant les années de la crise. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays ne veulent plus participer à des accords avec le FMI. Quand on parle avec les responsables pakistanais, ils nous disent que pour éviter ce genre de problème, de ne pas faire un allègement de la dette en tant
en tant que tel, mais faire un investissement avec des conditions, parce que ça permettrait de dépasser certains des problèmes que pose ce genre. Donc, ça amène à des dynamiques différentes. On peut utiliser le rééchelonnement de la dette, le raménagement. C'est aussi une solution. Concernant les créanciers privés et le remboursement de la dette, je n'ai pas bien compris la question, mais l'idée, c'est qu'il faudrait qu'on utilise les conversions de dette avec de l'argent qui vient de la communauté internationale comme garantie. Il n'y a pas vraiment de remise à cause de la Constitution, mais ça pourrait être il pourrait y avoir une coordination, les créanciers privés se coordonnent entre eux. Je ne suis pas sûre qu'on ait eu beaucoup de discussions là-dessus en Asie. C'est quelque chose dont il faudra qu'on examine effectivement. Je pense qu'on va en parler de nouveau dans les mois à venir à cause de la situation, mais les créanciers privés sont bien sûr une grande partie. Avec les pays les moins développés et les pays qui n'ont pas accès à la mer. Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que les pays d'Asie participent ou non au Club de Paris et les discussions qui sont lancées là-dessus. Je voudrais que vous nous en parliez. Et enfin, il y a une autre question. Si vous avez le temps, nous parler de la dette au Bhoutan. Au Bhoutan, oui. Si vous êtes au courant, sinon c'est pas grave, on saute cette question. Oui. Au sujet du Club de Paris, c'est un club de créanciers, comme vous savez. Mais comme le panorama a changé, maintenant qu'on a la Chine qui est un des grands créanciers à niveau global, y compris dans la région Pacifique, je pense qu'il y aura le cadre du G20 actuel essaie de tend à harmoniser les pratiques. Dans nos études, on regarde les activités d'allègement de la dette de la Chine par rapport à l'activité d'allègement de la dette du Club de Paris. C'est assez différent. Dans le passé, l'allègement de la dette de la Chine était très actif, mais à très petite échelle. On voyait aussi des nouveaux éléments. Il y avait beaucoup de collatéralité. Quand les pays essayaient de repayer leurs dettes, la Chine s'emparait de leurs biens, comme les matières premières, je suppose. Quelquefois, les situations sont plus compliquées. Mais il faut encore qu'on en parle parce que ce n'est pas très clair pour nous quelles sont les pratiques. Il y a de la restructuration quelquefois, mais ce n'est pas si courant. Les créanciers se synchronisent beaucoup et il faut vraiment qu'on dialogue entre nous pour pousser dans ce sens. Au sujet du Bhoutan, je n'ai pas bien vu. Ce que je peux vous en dire, c'est que le Bhoutan a une dette assez élevée, en partie parce que c'est à cause du pouvoir des tigres, des pays considérés les tigres, qui sont ses voisins. ISCAP a beaucoup travaillé avec le Bhoutan. Ils ont
émis des bons des obligations d'État sur les marchés internationaux pour répondre au Covid. Une chose qu'il faut qu'on voit, c'est que même pendant cette pandémie, les pays ont besoin de faire de la dette, même si la préoccupation de la dette est importante. Des petits pays comme le Bhoutan, c'est une bonne chose qu'ils fassent, qu'ils empruntent. Les taux d'intérêt sont assez bas. Merci beaucoup. Nous avons encore 1 minute. Je voudrais vous remercier. Merci beaucoup pour votre excellente présentation et pour toutes ces réponses. Les questions sont toutes arrivées à la fin, comme une avalanche. C'était formidable, mais on n'aura pas le temps d'y répondre. On a dépassé le temps. Je voudrais remercier de nous avoir rejoints. Je voudrais remercier les orateurs, Daniel, Eric et Yolanda. Where the topic will be IFA reform, debt workout mechanism, responsible lending and borrowing. Overview of, and then also Le prochain mercredi de la dette. So this is where we will dig deeper into how we can change or what should happen with the international debt architecture. Sur qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la structure de la dette, comment peut-on réformer la structure de la dette. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Hilaria, avant qu'on ferme? Merci beaucoup à tous. Merci à tous de participer au mercredi de la dette. Nous vous demandons vous pouvez vous enregistrer à nouveau, mais vous l'avez peut-être déjà fait. Il faut vous enregistrer à nouveau. Merci. Merci, Hilaria. Prenez soin de vous. Thank you.